Malheureusement, ce trouble-là a changé plusieurs fois de nom. Donc, ça met une confusion au niveau des gens qui reçoivent le diagnostic. Je pense, entre autres, on a vu différents termes apparaître au fil des 20 dernières années. À un moment donné, il s'est appelé le trouble primaire du langage. On a parlé de dysphasie. Il y a très longtemps, on parlait même d'audimutité. Donc, on part de loin à travers les années. Les gens sont parfois mêlés, mais on parle toujours du même diagnostic. Le terme TDL, qui est beaucoup plus facile à dire que trouble développemental du langage, au fond, est apparu en 2018. Donc, c'est tout récent qu'on a fait appel à ce terme-là. Ça fait depuis 2018 qu'un groupe d'experts se sont rassemblés afin de mettre davantage l'accent sur l'aspect neurodéveloppemental du langage. C'est pour ça qu'ils se sont orientés vers le terme développemental pour essayer de préciser ce trouble-là et mettre un peu plus d'accent sur le fait que c'était un trouble persistant de naissance et présent tout au long de la vie. Puis on pourrait dire que c'est combien de personnes qui sont touchées par ce trouble-là? On parle à un peu plus de 7,5 % de la population. C'est-à-dire un approximatif de 650 000 personnes au Québec. Bienvenue dans le balado Au cœur du trouble développemental du langage. Le TDL, comme on l'appelle souvent, se manifeste par des difficultés importantes à acquérir et à utiliser le langage, ce qui complexifie la communication au quotidien. Il touche plus de 7 % de la population, mais reste encore méconnu. Je m'appelle Elia Martineau d'Alloprof et avec José Lemay et Annie Saint-Amour de l'organisme TDL à Naudière, on vous guide, un épisode à la fois, pour mieux le comprendre et le connaître. On y va? Alors, dans cet épisode-là, on répond à la grande question, c'est quoi le trouble développemental du langage? On découvre les faits les plus surprenants, on va aussi aller déconstruire les mythes les plus répandus. Et là, on va mettre la table, mesdames. Pour bien commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le trouble développemental du langage? C'est quoi le TDL, qu'on va l'appeler comme ça pendant pas mal tous nos épisodes? Oui. Donc, le trouble développemental du langage, c'est un trouble, comme le nom le dit, neurodéveloppemental. Donc, la personne naît avec ce trouble-là. Il affecte le langage au niveau de l'expression et de la réception, c'est-à-dire de la compréhension. Ce trouble n'est pas causé par aucune autre cause, par exemple un trouble d'audition ou un autre trouble cognitif ou encore une déficience intellectuelle. Il faut aussi savoir que pour avoir un TDL, il faut que le trouble soit suffisamment impactant, qu'il y ait suffisamment d'impact dans différentes sphères de la vie d'une personne, que ce trouble soit présent au niveau de ses relations sociales, au niveau de ses communications, voire le niveau scolaire aussi. Donc, le TDL sera un trouble permanent et persistant. Fait que là, on parle du langage. C'est sûr qu'on s'en rend plus ou moins compte au quotidien, mais c'est vrai que on passe un message quand on parle, mais aussi on reçoit les messages, donc vous le mentionnez, là, le côté expression, le côté compréhension qui est touché. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples concrets, mettons, là? Bien sûr, un petit exemple, on va servir de présentement, en fait. Donc, dans le balado. Si on prend toi et moi, Elia et moi, dans le fond, toi, tu as eu une idée en tête, tu as construit ta phrase parce que tu avais un message à passer. Donc, tu m'as regardé, tu m'as questionné et moi, je dois recevoir l'information. Quand je reçois l'information, je dois décoder les mots, je dois décoder la phrase et le sens de la phrase. Ensuite, j'ai une réponse qui va venir et je dois la reconstruire en réponse dans mon expression. Donc, quand je vais avoir fait ma phrase, je vais pouvoir te le dire. Et c'est ça ici, c'est comme une chaîne de communication entre toi et moi. Mais là, on est à 3. Fait que si on constate que José aussi participe au balado d'aujourd'hui, alors là, ça l'ajoute l'aspect comment je vais utiliser
mon langage dans la conversation. Je dois attendre mon tour, je dois ne pas interrompre ma collègue. Donc là, il y a aussi l'utilisation du message. Il y a des conventions sociales, des habiletés là, à maîtriser pour être capable de bien communiquer. Effectivement. Ouais, c'est comme c'est un grand aspect qu'on s'en rend pas tout le temps compte, mais qui est vraiment au cœur de notre vie au quotidien là. Donc ça impacte tout ça. Comme c'est un trouble qui est peut-être un peu moins connu que d'autres, il y a sûrement des mythes, il y a sûrement des fausses croyances aussi. Ça serait le fun de les démystifier, c'est-à-dire comme de défaire ces croyances là qui existent peut-être dans la population. J'ai envie de vous dire des affirmations et vous me dites si c'est vrai ou faux. Ça vous tente? Oui, tout à fait. OK. Alors, le TDL se guérit. Vrai ou faux? Faux? Oui, c'est pas une maladie. C'est une condition. C'est un trouble neurodéveloppemental, donc présent chez la personne. OK, on continue. Le TDL disparaît avec l'âge. Elle est très intéressante, cette question, et je l'aime beaucoup particulièrement parce que non, elle se guérit pas, mais elle peut s'améliorer. Donc, aussitôt qu'on a un diagnostic, c'est important de donner des ressources, de donner de l'accompagnement au niveau professionnel et ça peut s'améliorer parce qu'en fait, l'enfant ou l'ado qui grandit avec des trucs, il va s'adapter. Et donc, il y aura des manifestations qu'on va voir moins en grandissant, mais ne se guérit pas. Fait que là, je tiens à dire en plus qu'on va en donner tout plein des belles stratégies pour faire en sorte justement que l'impact au quotidien est peut-être un petit peu moins lourd, là. Prochaine affirmation, le TDL est héréditaire, vrai ou faux? Oui, on constate souvent que l'un des deux parents, sans qu'il y ait eu le diagnostic, a les mêmes difficultés que l'enfant. Fort probablement qu'à l'époque du parent, ce trouble-là était peu ou pas dépisté. Mais il n'est pas rare de voir aujourd'hui, lorsqu'on rencontre les parents qui viennent chez nous pour avoir de l'aide avec leur enfant, qui vivent les mêmes difficultés que leur enfant et font des liens en nous demandant, ben peut-être que moi aussi, j'ai le même trouble. Le TDL, c'est à cause d'un manque de stimulation. Donc, si l'enfant avait plus de livres, plus de discussions, il s'en sortirait. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est faux. C'est vraiment important de comprendre ça en tant que parent. Il faut, je pense qu'en tant que parent, on veut faire du mieux. Et mais oui, il faut stimuler. Oui, il faut avoir des ressources. Oui, il faut bien l'accompagner. Mais ce n'est pas causé par un manque de stimulation ou un environnement. Se déculpabiliser aussi, là. Hein? Oui. Un prochain, le TDL touche plus les garçons que les filles. C'est vrai ou c'est faux? Oui, effectivement. Sur 5 personnes qui ont un diagnostic de TDL, on va retrouver, dans le fond, une proportion de 3 garçons pour 2 filles sur les 5 diagnostics. La médication peut aider le TDL. C'est vrai? Eh bien non. Non. En fait, la médication peut être donnée pour d'autres diagnostics, mais pas pour le TDL. Aucun impact. Le TDL affecte l'intelligence. C'est vrai ou c'est faux? Oh, c'est faux. On a souvent tendance à penser que parce que un enfant cherche ses mots ou ne répond pas adéquatement à une question, que c'est une question d'intelligence, alors que c'est davantage lié au traitement de l'information. Puis ça, on va en reparler un peu plus tard, là, parce qu'on a vraiment un épisode sur le cerveau. Moi, ça me passionne. Fait que j'ai hâte de comprendre un petit peu mieux tout ça. Le TDL est plus fréquent chez les gens qui parlent plusieurs langues. C'est vrai ou faux? C'est faux. Et la petite nuance qu'on pourrait préciser, en fait, c'est quand on vit avec un trouble développemental du langage, qu'on ait une langue, 2 langues ou 3 langues, l'impact, c'est dans toutes les langues. Wow. Et un enfant qui parle sur le tard va finir par rattraper son retard. Il faut juste être patient. C'est vrai ou c'est faux? Bien, parfois oui et parfois non. Tout dépend de l'origine de son retard et de son trouble. Et pour ça, ben, il y a les spécialistes. Il faut s'informer auprès d'orthophonistes, par exemple, ou de neuropsychologues qui va permettre de voir si vraiment c'est un retard du développement ou si c'est un trouble qui va persister dans le temps. Le diagnostic. Ça aussi, on en parle un petit peu plus tard. Effectivement. Et là, la dernière affirmation, il parle tout le temps, il peut pas avoir le TDL, ça se peut pas. C'est vrai ou c'est faux, ça?
C'est faux. Ça vient de mon expérience. J'avais envie de vous le partager parce que ça l'illustre vraiment que le trouble est complexe et qu'on peut rencontrer des gens avec leur personnalité, autant extravertis, introvertis, peu importe. Quand je suis rentrée dans la première année où j'ai débuté intervenante chez l'organisme TDL La Naudière, j'ai rencontré un adulte qui parlait beaucoup, avait beaucoup de mots et il faisait même des blagues. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça se peut-tu qu'il y ait un TDL? Je le voyais pas, je l'observais pas. Et j'ai comme tenté des expériences avec cet adulte en le sortant de son sujet et en l'emmenant dans un autre sujet. Et là, son vocabulaire était peut-être pas développé, peut-être qu'il comprenait pas. On voyait deux personnes, dans le fond. Un qui contrôle le sujet et quand on l'amenait dans un autre sujet, il n'était pas capable de maintenir ou continuer sa conversation. Fait que c'est très intéressant. Fait que c'est ça, il avait trouvé là, son créneau, que il y avait une aisance, mais quand on le sortait de là, son trouble se dévoilait un peu plus. Et là, je vois là, le langage, ça impacte vraiment beaucoup la vie au quotidien. C'est davantage qu'on peut le penser. Mais c'est quoi exactement les impacts, là? C'est quoi? Il y a des sphères différentes dans la vie que ça vient toucher. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, dans le fond, chaque personne, on a différentes sphères dans notre vie. On peut penser aux sphères sociales, par exemple. On peut penser au niveau scolaire. On peut penser au niveau professionnel quand on vieillit, quand on devient adulte. Donc, lorsque l'on vit avec un trouble développemental du langage, ces sphères-là de nos vies sont impactées, sont touchées par nos difficultés langagières. Donc, selon l'âge de la personne, évidemment, si l'on pense aux relations sociales, bien, c'est davantage au niveau de l'adolescence qu'on verra les impacts les plus importants. On le voit moins au niveau de la petite enfance. Au niveau des relations professionnelles, au travail, on va le voir davantage chez les adultes. Chez la petite enfance, on le voit davantage au niveau des relations, au niveau de la famille, avec les frères, avec les sœurs, avec la famille élargie. Donc, dans ces différents secteurs-là de nos vies, lorsqu'on a un trouble au niveau du langage, il est certain que ça a un impact dans ces différentes, on les appelle les sphères fonctionnelles. La personne qui vit avec un TDL aura des impacts à plusieurs niveaux et ces impacts-là auront des intensités différentes selon l'étape de leur vie. OK, donc la sphère, on pourrait dire la sphère sociale, la sphère personnelle, la vie scolaire aussi, la vie professionnelle un peu plus tard, avec l'autonomie qui vient jouer dans tout ça. Puis là, ça dépend de chaque individu, là, parce que, je sais pas, ça se manifeste pas de la même façon d'une personne à une autre. C'est sûr qu'un enfant, par exemple, comme qu'elle a si bien dit, peut avoir, par exemple, en petite enfance, de parler, de pas se sentir compris. Ça se peut qu'on voit une crise, là, au niveau du comportement. Tandis que si on va plus loin en enfance, un peu plus loin au niveau du primaire, peut-être qu'il y a déjà perdu confiance avec certains adultes, autorités, parce que, dans le fond, la confiance est bâtie avec la relation, avec aussi la communication. Donc, au niveau personnel, ils vont se faire moins confiance, peut-être l'estime de soi. Au niveau académique, bien sûr, là, on est dans la compréhension aussi de lecture. Les apprentissages, oui. Des apprentissages, mais il y a aussi l'enseignante là, qui nous dit 2 consignes, il faut que je les comprenne. Donc, il faut que je comprenne aussi l'attente du professeur, l'attente de mon parent. Tout ça, c'est dans la compréhension. Et donc, si on s'en va un peu plus loin, par exemple, pour résoudre un problème mathématique, on a encore besoin du langage. Et là, il faut résoudre un problème. Il y a des étapes à prioriser. On a encore besoin de décoder.
C'est vraiment un aspect qui est transversal dans toutes les matières scolaires. Là. Le langage, c'est une base là, qui va servir là, énormément. Puis là, vous en parliez tantôt, mais là, on avait la compréhension, on avait l'expression. Je pense que vous aviez peut-être des exemples à nous donner pour rendre ça encore plus concret, non? Oui, bien sûr. Ben, en fait, quand on parle d'expression, on peut penser, par exemple, ça peut être un enfant qui cherche beaucoup ses mots. Ça peut être, des fois, je peux mélanger les sons. Je pourrais me mélanger quand que je dis un grand mot qui est long et complexe. Ça peut être aussi, si je veux raconter une histoire, ça peut être que j'ai oublié de dire le contexte. Mm-hmm. Le contexte, c'est où, c'est avec qui, c'est quand. Donc, l'histoire, elle est mélangée. Des fois, elle est difficile à décoder. Ça peut être aussi dans la compréhension, tout ce qui est tous les mots ou les concepts abstraits. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je pose toujours cette question-là. Qu'est-ce qui est abstrait selon vous? Et là, ben, il peut y avoir les émotions. C'est abstrait, les émotions? Mm-hmm. OK. Il peut y avoir des concepts, quand on est tout petit, d'espace. Là, on rentre dans en haut, en bas, de côté, droite, gauche. Oh, ça aussi. C'est abstrait, puis on s'en rend plus ou moins compte, un coup que c'est maîtrisé. Là. Exactement. Ouais. Et donc, l'abstrait, ça peut aussi aller dans les codes sociaux. Mm-hmm. Les codes sociaux, on s'en rend plus ou moins compte parce qu'on pense que, de façon innée, on va imiter les gens. Mais il se pourrait très bien que pour un enfant TDL, il faut lui expliquer pourquoi et chaque étape du code. Et ça se fait dans quelle situation? Ça se fait à l'école? Est-ce que ça se fait à la maison? Pourquoi c'est différent? Oh, là, on complexifie là, en grandissant. Et adolescent, ça peut être aussi intéressant parce que là, on s'attend à d'autres choses. Hein? La communication se complexifie en grandissant. Ouais. Et les demandes aussi. Les attentes. Les attentes. Là, si on parle de l'histoire, je suis dans un cours d'histoire et là, pour passer mon examen du ministère, je dois suffisamment bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé à telle époque et qu'est-ce qui s'est passé à l'autre époque. Il faut que je les compare et que je fasse des liens entre. Mm-hmm. Oh, ça aussi. On leur en demande beaucoup. On leur en demande, mais on demande aussi de l'organisation. Faut que tu t'organises. Quel cahier tu as besoin là, pour aller dans telle classe? On leur demande aussi, adolescents, hein, on veut tous rentrer dans la gang. Donc, on veut rire. Mm-hmm. On veut rire aux mêmes blagues en même temps que tout le monde. Mais ça se peut que si j'arrive à décoder, mais la blague est finie, est passée. Fait que je vais rire en même temps que tout le monde quand même parce que je veux être acceptée. Mm-hmm. Je veux faire partie du groupe. Et là, il peut y avoir aussi tout le côté amoureux, une bonne relation. C'est quoi une mauvaise relation? Donc, fait que la compréhension, là, ça vient toucher vraiment beaucoup de sphères qu'on a mentionnées. Là, on vient rentrer même dans les habiletés sociales. Ça va faire partie du cœur d'un épisode complet parce que c'est vraiment important, là, toutes les habiletés de communication puis qui viennent créer des liens puis des connexions entre les individus. J'ai envie qu'on reste quand même encore en surface parce que là, le trouble développemental du langage, on s'entend que c'est un grand mot, là. Moi, je trouve ça pas évident déjà à dire moi-même. Je me dis quelqu'un qui a un trouble du langage ou il doit avoir de la misère à le dire, ça s'est pas toujours appelé comme ça, hein? Non. Malheureusement, ce trouble-là a changé plusieurs fois de nom. Donc, ça met une confusion au niveau des gens qui reçoivent le diagnostic. Je pense, entre autres, on a vu différents termes apparaître au fil des 20 dernières années. À un moment donné, il s'est appelé le trouble primaire du langage. On a parlé de dysphasie. Il y a très longtemps, on parlait même d'audimutité. Donc, on part de loin à travers les années. Les gens sont parfois mêlés, mais on parle toujours du même diagnostic. Le terme TDL, qui est beaucoup plus facile à dire que trouble développemental du langage, au fond, est apparu en 2018.
Donc, c'est tout récent qu'on a fait appel à ce terme-là. Ça fait depuis 2018 qu'un groupe d'experts se sont rassemblés afin de mettre davantage l'accent sur l'aspect neurodéveloppemental du langage. C'est pour ça qu'ils se sont orientés vers le terme développemental pour essayer de préciser ce trouble-là et mettre un peu plus d'accent sur le fait que c'était un trouble persistant de naissance et présent tout au long de la vie. Puis on pourrait dire que c'est combien de personnes qui sont touchées par ce trouble-là? On parle à un peu plus de 7,5 % de la population. C'est-à-dire un approximatif de 650 000 personnes au Québec. Il faut savoir que ces statistiques-là se basent sur les personnes qui ont un diagnostic. Donc, ceux qui ont les adultes qui, pendant des années, n'ont pas eu ce diagnostic-là, faut savoir qu'ils sont pas comptés dans ces statistiques-là. Donc, on suppose qu'il y en a davantage. À titre comparatif, au niveau du trouble, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on parle de 5 à 7 % de la population. Certaines données nous disent qu'au niveau du trouble du spectre de l'autisme, le TSA, on est autour du 2 %. Alors, il est étonnant de penser que le TDL, qui lui est un trouble si présent à plus de 7,5 %, demeure peu connu, ou je dirais demeure mal connu de la population. Parce que oui, c'est un trouble de langage, mais c'est beaucoup plus large que le trouble du langage. Puis ça, on va en parler au fil de notre balado. Puis justement, comment ça se fait qu'il est moins connu? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas entendu davantage parler que les autres? C'est sûr que les multiples changements de nom n'ont pas aidé. On en parle beaucoup moins dans la sphère publique. Ça demeure un trouble invisible, donc difficile à percevoir. Donc, l'invisibilité de ce trouble-là amène aussi une certaine invisibilité au niveau de sa connaissance. Et moi, je dirais même de sa reconnaissance. Mm-hmm. Puis au niveau du diagnostic, il est peut-être, je sais pas, est-ce que c'est peut-être plus difficile à cause de ça de le diagnostiquer parce que les signes sont moins évidents, c'est ça? Oui, il peut être confondu avec d'autres troubles. OK. Puis malheureusement, on peut pas se cacher que les listes d'attente sont quand même longues pour avoir une évaluation au niveau du secteur public. Et on constate de plus en plus, nous, au contact des parents, que maintenant, même le secteur privé demeure compliqué aussi. Les listes d'attente s'allongent. Donc, plus on attend, plus on est sur les listes d'attente longtemps, moins on met en place les bons outils et les bonnes connaissances pour accompagner notre enfant. Mais oui. Puis là, vous disiez que des fois, il peut avoir le TDL, puis il peut avoir d'autres troubles qui sont associés ou qui viendraient avec. Est-ce qu'il y a des troubles qu'on voit davantage avec le TDL? Est-ce que il y a des... Le mot est juste, on parle de troubles associés. Okay. Les deux plus populaires, en fait, c'est le TDAH et aussi la dyslexie. Mais il peut y avoir tellement d'autres. Mm-hmm. Par exemple, comme le TDSP au niveau du son et de la parole. On peut y avoir... Si tu me permets, Annie, le TDSP, c'est ce qu'on appelait autrefois la dyspraxie verbale. OK. Qui, elle aussi, a eu un changement de nom. OK. On s'y perd, là. Ah, tout à fait. Il y a aussi le trouble anxieux. Ah oui, ouais. Oui. Okay. Au niveau de la santé mentale. Il est possible souvent que les gens voient troubles associés, comorbidité, qu'on aime moins utiliser parce qu'on dirait qu'il est plus dramatique. Oui, oui. Moi, j'aime les appeler les troubles les petits cousins au TDL. J'aime mieux ça. Je le trouve plus sympathique. C'est moins morbide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait qu'on peut dire que le fait justement qu'il y ait différents troubles qui viennent se greffer parfois au TDL, effectivement, ça fait un portrait qui est unique selon chaque individu. Ça vient rajouter cette couche-là en plus là qui fait que on peut voir différents portraits de personnes avec un TDL. Et là, j'ai envie peut-être qu'on aille dans quelque chose qui est votre expertise. Chez TDL Lanaudière, vous êtes vraiment présent pour donner des astuces, des stratégies, des interventions dans le quotidien des gens qui vivent avec le TDL.
Moi, mettons que je me retrouve face à quelqu'un qui a ce trouble-là, puis que je veux bien me faire comprendre, je veux qu'il me comprenne bien. Est-ce qu'il y a des astuces que vous pourriez me donner pour que ça soit un petit peu plus facile, mettons? En général, dans le fond, pour aider cette personne-là, des phrases courtes, utiliser des mots simples. J'ai du travail à faire, d'accord. Des mots simples qu'il comprend. Oui. Aussi, prioriser ce qu'il veut, dans le fond, être retenu. Donc, si je suis un parent, puis c'est vraiment important ce que je vais dire, l'annoncer ou en fait des pauses après chaque sujet. Le regarder dans les yeux pour avoir son attention. Parce que si je dis à l'école, le groupe Chantal, on va sortir, on s'en va à la bibliothèque, ça se peut qu'ils ne se sentent pas concernés aussi. Il faut s'assurer de sa compréhension. Et là, juste de dire, est-ce que tu as compris? Ça se peut qu'ils disent oui. De dire oui, c'est plus facile que faut que je dise non. Puis là, il va falloir que je m'explique, là. Ça va prendre des mots. Oui. Exactement. Fait aller valider, dans le fond, la compréhension à chaque étape. Il faut aussi faire attention lorsque l'on valide la compréhension, c'est qu'il se peut qu'il l'ait compris, mais qu'il soit incapable de vous le répéter, de vous l'expliquer. Alors, d'inviter l'enfant à faire ce qu'on lui a demandé peut parfois être utile et évite de ne pas comprendre ou de comprendre s'il a bien ou pas compris. Donc, au lieu d'avoir à mettre des mots, il fait juste faire les gestes. Exactement. Ou faire la tâche. Faire la tâche qu'on lui demande. Ouais. Ouais. Puis utiliser des images, des pictogrammes va soutenir sa compréhension, en fait, parce que dans le fond, quand tu comprends pas, tu vas chercher d'autres indices. Alors, ils sont très visuels. Donc, utiliser cette force-là, ça peut être intéressant. J'aime pas dire à éviter, mais j'aimerais vous partager une situation qui m'est arrivée à l'arrivée à l'organisme. J'étais avec un adulte, on se préparait à une conférence de soir et je me suis rendu compte à ce moment-là que dans notre vie de tous les jours, on parle de façon très figurée et on s'en rend pas compte. Alors, il y a la personne devant moi et je lui dis, je vais avoir besoin de tes bras ce soir lors de la conférence. Vous comprendrez qu'il m'a regardé bizarrement. Besoin de mes bras. J'ai alors compris que je devais préciser ma demande. Je vais avoir besoin de toi pour transporter les chaises, transporter les tables, parce que lui, il comprenait au premier degré besoin de tes bras. Et après, quand je me suis mis à penser à tout ce que l'on peut dire au cours d'une journée qui a un second degré ou qui a un sens figuré, ben il y en a plein. Et c'est comme ça pour les adolescents qui ont leur propre langage. C'est comme ça aussi dans certains milieux de travail qui ont leur propre langage. Donc, de faire attention, c'est un détail hyper important, de porter attention à la façon dont on dit les choses. Une autre chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le fait de nommer les consignes une à la fois. Comme parents, ben j'imagine qu'on le vit tous lors de certains matins, on donne nos consignes en rafale, c'est-à-dire déjeune, prends ton sac de colle et puis oublie pas ta boîte à lunch, je suis déjà à 3 consignes. Donc une consigne à la fois, s'assurer que cette consigne-là a été faite, comprise et par la suite on peut passer à une seconde consigne. Alors, des phrases courtes, des mots simples, une consigne à la fois, communiquer avec des gestes. Comme tu fais. Comme je fais. Ça peut aider. Vous mentionniez des fois tout l'aspect du figuré qui peut porter à confusion. Lui laisser le temps de trouver ses mots pour répondre. Des fois, assumer qu'il y a des silences à travers tout ça. S'assurer qu'il a bien compris. Aussi, des fois, juste par son regard, est-ce qu'il est perdu ou est-ce que il peut faire peut-être la tâche au lieu de l'expliquer qu'il a compris ou non. Bon, est-ce que j'ai pas mal mon petit baluchon est pas mal prêt là pour être capable d'accompagner quelque chose. Oui. Ce qui est aussi important parce que quand ils sont jeunes, quand on parle stimulation du langage, souvent, on a l'impression de faire la stimulation du langage en demandant à notre enfant de répéter certains mots. Mais en fait, ça serait à nous de donner l'exemple. Ça serait à nous
de reformuler. Ça sera à nous, dans le fond, si on veut développer de nouveaux mots, de commenter. Donc, plus qu'il en entend avec le bon modèle, mieux c'est intégré. Donc, si je reformule ce que tu viens de dire, Annie, que je mette tout ça en pratique. Enfin, on comprend, là, mais l'idée, c'est ça. Donc, reformuler dans ces mots, dans d'autres mots, des fois, pour venir ajouter du vocabulaire à son langage, ça peut aussi aider. Bon. Oui. Je pense qu'on a déjà une bonne base. C'est clair qu'à travers les prochains épisodes, vous allez nous donner plus de trucs, plus d'astuces, des stratégies qu'on peut mettre aussi en place. Moi, suite à celui-ci, ce que je garde en tête, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui vivent avec le trouble développemental du langage, peut-être même plus que les chiffres qu'on a actuellement. Là, on a la chance avec ce balado-là de le faire connaître. Est-ce que vous avez un message, quelque chose que vous voulez... il y a un objectif, disons, là, avec la tribune qu'on a. Bien, je pense que l'objectif majeur serait que les gens aient, lorsque l'on nomme TDL ou trouble développemental du langage, qu'il y ait une petite idée de ce que c'est, que ça demeure pas 3 lettres inconnues des gens. Un peu, je ferais la référence que lorsque l'on dit aujourd'hui un TDAH, les gens ont quand même une brève idée de ce à quoi ça fait référence. On croit à l'organisme que plus on va en parler, plus la compréhension de la population générale sera sollicitée, mieux les gens vont intervenir avec une meilleure connaissance du TDL. L'idée n'est pas que les gens retiennent toute l'information, mais qu'ils retiennent que le trouble développemental du langage est un trouble spécifique, bien réel et qui a des impacts majeurs dans la vie d'une personne, et ça tout au long de sa vie. Puis là, il faut dire qu'il y a plusieurs organismes qui sont là pour outiller autant ceux qui vivent avec le trouble, mais aussi les parents, les intervenants qui gravitent autour d'eux. TDL Lanaudière, vous le faites déjà très, très bien. Il y en a d'autres. Il y a le regroupement TDL Québec, si vous cherchez un organisme plus près de chez vous, dans votre région. Et pour en savoir plus aussi sur le trouble développemental du langage, bien, avec Alloprof, en collaboration avec vous, on a créé une série d'articles qui vont être assemblés dans un grand dossier. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces articles-là. Vous allez avoir un peu plus d'informations, un petit complément. Il faut savoir qu'Alloprof est aussi là pour accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire, qu'ils aient le TDL ou pas. Mais c'est bon quand même de savoir qu'il y a du soutien à plusieurs niveaux qui sont là pour eux. Effectivement. Merci. Merci pour tout. Merci. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le trouble développemental du langage. Je remercie Josée Lemay et Annie Saint-Amour pour leur générosité et tous leurs conseils. Si vous souhaitez en savoir plus, l'organisme TDL Lanaudière offre de nombreuses ressources et un soutien vraiment précieux. Visitez leur site web tdl-lanaudière.org ou encore consultez les articles sur le site d'Alloprof. On remercie notre partenaire, la Shop Studio, où le balado a été enregistré. Et nous, bien, on se retrouve au prochain épisode. Il n'existe pas de portrait type d'une personne vivant avec le trouble développemental du langage. Les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous croyez que votre enfant pourrait présenter un TDL, nous vous encourageons à consulter un spécialiste afin d'obtenir une évaluation et un accompagnement adapté à sa situation.